Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui semble presque évidente, mais qui est en réalité d'une complexité folle. Les véritables origines de l'émancipation des femmes. Pour nous guider, on s'appuie sur l'essai Féminicène de Vera Nikolsky. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà du récit habituel pour comprendre les fondations matérielles de cette révolution. Comprendre d'où l'on vient pour peut-être mieux voir où l'on va. Oui, et c'est une excellente approche, parce que d'emblée, l'auteur nous met face à un paradoxe assez vertigineux. On parle de la domination masculine, un ordre social qui a structuré presque toutes les sociétés humaines pendant des millénaires, et cet ordre, il s'effondre en à peine 150 ans. C'est un battement de cils à l'échelle de l'histoire, quoi. Alors, le récit qu'on connaît, c'est celui des luttes féministes. Mais si c'était plus compliqué que ça, la question de fond, c'est quelles forces, peut-être invisibles, ont rendu cette libération non seulement possible, mais si rapide? C'est une question qui bouscule, c'est vrai. Alors, commençons par là. Ce récit des luttes, on a tous les images en tête, les suffragettes, les manifs, l'idée d'une victoire arrachée de haute lutte. Pourtant, Vera Nikolsky utilise des mots très forts. Elle parle d'un combat de basse intensité et d'un processus fulgurant. C'est provocateur, oui, parce que ça heurte un peu notre imaginaire héroïque. Mais les faits sont là, en 70 ans à peine, entre la fin du 19e et les années 60, l'essentiel des droits formels est acquis en Occident. Des conceptions vieilles de 100 000 ans, qui paraissaient naturelles, sont balayées. La vitesse du truc est juste stupéfiante. Et quand on essaye de lier directement l'intensité des mobilisations aux avancées, ça ne colle pas toujours. Vous avez un exemple concret où ce lien est assez faible? Oui, prenons les violences conjugales. Un sujet au cœur de l'actualité, la mobilisation est immense et c'est nécessaire. Mais si on prend du recul, sur le temps très long, les tendances de fond semblent presque indépendantes de ça. Le taux d'homicide en Europe, par exemple, il est en baisse continue et vertigineuse depuis le Moyen Âge. C'est une lame de fond qui précède de plusieurs siècles les mouvements féministes modernes. D'accord, pour le temps long, mais plus récemment, sur les dernières décennies, on pourrait s'attendre à voir un effet mesurable de la pression militante. On s'y attendrait, oui. Mais les chiffres français, par exemple, entre 2006 et 2021, malgré une attention médiatique et politique jamais vue, le nombre de morts violentes au sein du couple y stagne. Il oscille, mais il ne baisse pas significativement. L'équation plus de mobilisation égale moins de violence n'est pas si simple. En tout cas, elle n'est pas visible dans les chiffres bruts. Attendez, ça me frappe. On pourrait pas dire que justement, sans cette mobilisation, les chiffres auraient peut-être augmenté? Ou que l'impact est ailleurs, sur la libération de la parole, la prise en charge. Les homicides ne disent peut-être pas tout. Sur la prise de conscience, sur l'aide aux victimes, l'analyse ne nie absolument pas ça. Ce qu'elle questionne, c'est leur rôle en tant que moteur premier du changement. Le moteur de fond. Et pour ça, elle avance un fait encore plus troublant. Beaucoup de lois, parmi les plus importantes pour les femmes, ont été votées par des assemblées d'hommes. Et souvent à des moments où la mobilisation féministe était plutôt faible. Comme le droit de vote, par exemple. Le droit de vote, oui. Dans les pays scandinaves qui ont été pionniers, il a été accordé par des hommes à une époque où le mouvement était bien moins virulent qu'au Royaume-Uni. Et en France, pensez aux lois de la fin du 19e, les lois Ferry, la loi Camissé, celles qui ouvrent le lycée aux filles, elles sont votées par des assemblées de moustachus qui, en fait, scient la branche sur laquelle ils sont assis. C'est complètement contre-intuitif. Et ça me rappelle une phrase terrible de Simone de Beauvoir que l'auteur cite. L'action des femmes n'a jamais été qu'une agitation symbolique, elles n'ont gagné que ce que les hommes ont bien voulu leur concéder, elles n'ont rien pris, elles ont reçu. C'est d'une lucidité brutale. C'est implacable. Et ça force à changer d'angle. Si les hommes ont concédé ces droits, ce n'est sans doute pas par pure bonté d'âme. C'est que quelque chose en profondeur avait changé, que l'ancien ordre devenait obsolète, peut-être même contre-productif. Et c'est là qu'on doit creuser, sous la surface des luttes, pour trouver le socle qui a tout fait bouger. D'accord. Donc si le récit des luttes ne suffit pas, il faut comprendre la nature du monstre. De quoi les femmes ont-elles dû se libérer? Cette domination masculine, quasi universelle, sur quoi reposait-elle concrètement? On pense tout de suite à l'idéologie, le patriarcat. Et ça, c'est le piège, selon l'auteur. C'est une tautologie. Les hommes dominent parce qu'ils ont créé une idéologie de la domination. On tourne rond. Elle propose de revenir à la source, aux conditions matérielles des chasseurs-cueilleurs et au concept d'avantage comparatif. Pas un avantage moral, mais une spécialisation fonctionnelle dictée par la survie. Et cet avantage masculin, c'était quoi alors?
La force brute? C'est un des deux facteurs, oui. La force physique moyenne supérieure des hommes, dans un monde sans machines, ça compte, pour la chasse, la défense. Mais ce n'est même pas le plus important. Le point crucial, le vrai verrou biologique, c'est le rôle des femmes dans la reproduction. Et la grossesse, l'allaitement? Exactement. La grossesse, l'accouchement et surtout l'allaitement long, qui est indispensable quand il n'y a pas de lait en poudre. Tout ça, ça limite la mobilité, la disponibilité. Ça crée une vulnérabilité dans un monde dangereux. Du coup, une division du travail s'impose presque d'elle-même. Aux hommes, la chasse au loin, la guerre. Aux femmes, la cueillette, le campement, les enfants. Donc, à l'origine, ce n'est pas une conspiration, mais une stratégie de survie en somme. C'est ce que l'analyse suggère. Une division du travail rationnelle. Mais le problème, c'est que ça enclenche tout de suite une spirale idéologique. La nécessité pratique devient une norme sociale, puis une hiérarchie. La spécialisation dans la violence, ça donne aux hommes le monopole des armes, et donc le monopole de la violence légitime. La contrainte matérielle se transforme en destin social. Et j'imagine que l'agriculture, la révolution néolithique n'a pas arrangé les choses. Alors là, pas du tout. C'est même l'inverse. Le passage au néolithique a été une catastrophe pour la condition féminine. Les travaux de force comme le labour, ça a maintenu la prime à la force physique. Mais le vrai changement, il est démographique. C'est-à-dire? La sédentarisation, l'alimentation à base de céréales, ça permet de sevrer les enfants plus tôt. Du coup, les naissances se rapprochent. On passe d'un enfant tous les 4-5 ans à un enfant tous les 2 ans. C'est une explosion de la fécondité. Pour les femmes, c'est une condamnation. Elles passent leur vie d'adulte enceintes ou avec des enfants à bas âge. Elles sont plus que jamais clouées au foyer. Le tableau est assez sombre. On a un système de domination ultra stable, cimenté par des millénaires de contraintes matérielles. La question est donc encore plus forte. Quel cataclysme a bien pu briser des chaînes aussi solides? Eh bien, le cataclysme a eu lieu. Et il commence, comme par hasard, pile au même moment que l'émancipation des femmes, au XIXe siècle. Ce cataclysme, c'est l'Anthropocène. C'est la révolution industrielle alimentée par les énergies fossiles, le charbon, puis le pétrole. C'est cette fameuse métaphore de la baignoire de pétrole. Oui, ou des esclaves énergétiques. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut se représenter ça. Des calculs estiment que chaque Français moyen, aujourd'hui, bénéficie de l'équivalent énergétique de plus de 400 esclaves humains travaillant pour lui jour et nuit. 400? C'est énorme, c'est difficile à imaginer, tout. Mais le lien direct, comment on passe du charbon dans une locomotive à une femme qui ouvre un compte en banque? Le lien n'est pas si évident. Il est très direct. Et il passe par 3 transformations qui ont sapé les 3 piliers de la domination. Le premier pilier qui tombe, c'est la force physique. La mécanisation du travail, de la guerre. Ça rend l'avantage musculaire masculin de plus en plus obsolète. La technique, le grand égalisateur, c'est ça? Exactement. Que vous soyez un homme ou une femme, pour appuyer sur un bouton ou conduire un tracteur, la force requise est la même. La technologie devient le grand niveleur des aptitudes physiques. Et ça ouvre aux femmes des secteurs entiers de l'économie. D'accord, pour l'extraire du travail. Mais le foyer, ça restait un fardeau énorme, j'imagine. Et c'est le deuxième axe de la révolution. Un axe plus silencieux, mais tout aussi décisif. L'allègement des tâches domestiques. Pensez à l'arrivée de l'eau courante, de l'électricité, puis de l'électroménager. Rien que le lave-linge, le temps que ça libère par rapport au lavoir. Et puis, ajoutez la production de masse, les couches jetables, les protections hygiéniques. C'est un gain de temps et d'énergie monumental, qui était avant entièrement sur les épaules des femmes. Et ce temps libéré, c'est du temps pour autre chose. Pour s'éduquer, pour travailler, pour militer. Force physique, travail domestique. Vous avez parlé d'un troisième axe, le plus décisif de tous. Alors là, je suis curieux. Spontanément, je pense à la pilule contraceptive, mais je crois que vous m'avez dit que l'histoire commençait bien avant. Beaucoup plus tôt, oui. Et c'est peut-être le point le plus puissant de toute l'analyse. La libération des femmes de la contrainte reproductive n'a pas commencé avec la contraception. Elle a commencé avec la chute de la mortalité infantile. Expliquez-nous ça, c'est fondamental. Tant qu'un enfant sur 2 mourait avant l'âge de 5 ans, comme c'était le cas au XVIIIe siècle, il y avait ce que l'auteur appelle un verrou démographique. Pour que la société survive, il fallait faire un maximum d'enfants. Avoir 8 enfants pour espérer que 3 arrivent à l'âge adulte, c'était la norme. Dans ce contexte, la destinée d'une femme est scellée. Elle est une reproductrice. C'est une réalité qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait sauter ce verrou?
Pas un discours, mais des découvertes scientifiques, filles de cette même révolution industrielle. D'abord, l'hygiène, l'asepsie, grâce à des gens comme Pasteur, ça fait chuter la mortalité en couches. Ensuite, la vaccination qui éradique des tueurs d'enfants comme la variole. Et enfin, le coup de grâce, les antibiotiques, Fleming, qui soignent les infections qui décimaient les plus jeunes. Donc, en sauvant les enfants, la science a libéré les mères. C'est exactement l'idée. En garantissant une très haute probabilité de survie pour chaque enfant, ces progrès ont détruit la nécessité de faire beaucoup d'enfants. Pour la première fois dans l'histoire, on pouvait envisager d'avoir 2 enfants en étant quasi sûr qu'ils survivraient. Le contrôle des naissances devenait une option rationnelle. Et c'est seulement après ça que la pilule a pu devenir un outil d'émancipation individuelle. Elle a parachevé une libération qui avait été commencée par Pasteur et les antibiotiques. C'est une perspective totalement renversante. Si on résume, cette analyse suggère que le féminicène, cette nouvelle ère, est moins le fruit d'une révolution des idées que la conséquence quasi mécanique d'une révolution énergétique. L'émancipation des femmes serait un produit dérivé de l'Anthropocène. Pense énergétique et ses innovations. Ça lie le destin du féminisme au destin de notre modèle de développement d'une manière incroyablement forte. Et c'est là qu'on arrive à la question finale. La question qui reste et qui donne un peu le vertige. On a construit cette discussion en partant d'une certitude du passé pour arriver à une immense incertitude sur l'avenir. Si tous ces acquis qu'on pensait gravés dans le marbre du droit et des idées dépendent en fait de notre baignoire de pétrole, que se passera-t-il quand la baignoire commencera à se vider? Le féminicène peut-il survivre à la fin de l'Anthropocène?